sommes au paradis. Voilà. C'est le paradis où vous voyez Adam et Ève qui profitent de tout. Il y a une belle faune, une belle flore, etc. C'est la belle vie. Je vous signale que Léon, qui est là, est mort. Voilà. Dieu a son âme. Paix à son âme. Il s'est fait écraser par un connard qui s'appelle Bernard Stiegler. Avec sa putain de bagnole exosomatique, il n'a pas vu le pan et il l'a tué. Bon, mais c'est pas grave. Je pense que tout comme Marie, là je vais commettre un blasphème, Léon est monté au ciel. C'est aujourd'hui, vous le savez peut-être, ce qu'on appelle l'Assomption dans le calendrier chrétien. C'est le jour où Marie monte au ciel. Marie qui est peut-être le premier grand indice, je parle de la Vierge Marie, de ce qui fera la dérive institutionnelle et dogmatique du christianisme. Ce qui se confirmera avec les schismes et les guerres de religion, surtout à partir du XVIe siècle, et qui divisera le nord et le sud de l'Europe. Marie, qui est une figure des évangiles, à travers laquelle j'ai moi-même tenté d'introduire la question du sens divin de l'adoption, en commentant l'évangile selon saint Matthieu, selon Pasolini, selon saint Pasolini, si je puis dire. Puisque Pasolini a donné une lecture de l'évangile de saint Matthieu tout à fait extraordinaire et qui a, à mon avis, la bonne manière de regarder le christianisme. Une manière qui n'est pas néo-chrétienne à la façon de l'ancien de la pensée faible, là, comment s'appelle-t-il? La pensée faible, le philosophe de la pensée faible en Italie. Vattimo, c'est pas Vattimo, c'est à mon avis beaucoup plus profond. Je rappelle cette interprétation de l'évangile de Matthieu que j'ai moi-même à travers Pasolini, et telle donc que je vois la première scène de son film, que je vous recommande de revoir ou de voir si vous ne l'avez jamais vu. Le miracle, ça n'est pas l'Immaculée Conception, ça c'est ce que célèbre l'Assomption. Le miracle, c'est que Joseph, le futur époux, si je puis dire, de Marie, ait décidé d'adopter l'enfant qu'elle a dans son ventre et qui n'est pas le sien. C'est ça le christianisme, pour moi. Et c'est ça la grandeur du christianisme. C'est d'avoir posé l'adoption comme étant l'impératif du katholou, l'impératif universel, l'universalisation. Toute la question est là. L'adoption, qui est aussi tout l'enjeu de la lutte de Nietzsche contre Darwin, c'est-à-dire contre l'adaptation. C'est de Nietzsche dont je vais vous parler. Mais quand on parle de Nietzsche, on parle du Christ. Car Nietzsche, c'est avant tout un discours sur le christianisme. Et c'est aussi un discours sur la biologie et sur Darwin. Et contre Darwin, plus précisément. S'il faut transvaluer la transvaluation pour réapprendre à vivre, ce qui est le sujet de cette académie d'été, c'est parce qu'il faut appeler beaucoup plus loin c'est parce qu'il faut aller, excusez-moi, j'ai des problèmes de Word, c'est parce qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette question de l'adoption, avec Nietzsche, mais beaucoup plus loin que Nietzsche. Et en inscrivant cette question de l'adoption dans le cadre non pas du péché originel, dont nous avions une vision avant la chute, hein, c'est avant la chute ça, le péché originel il passe par là, et il faut que nous projetions bien en deçà du péché originel dans le défaut d'origine, c'est-à-dire dans l'hubris, qu'est l'exosomatisation. Car pour moi, le péché originel, c'est un discours sur l'hubris, dont le serpent est l'incarnation. Et cette hubris, c'est l'exosomatisation, ce que la Genèse appelle la chute, décrit comme une chute. Et cette chute requiert l'adoption, pas simplement de l'enfant Jésus par Joseph, son père adoptif, qui devient un saint du même coup, mais par tout ce qui constitue le soin, la thérapeia, la cura, dont s'occupe le curé,
qui avait pour but d'adopter quoi? Les artefacts que produit l'Hubris, c'est-à-dire le vidéoprojecteur, Word, le système 10 d'OS, l'OS 10 de mon Mac, etc., et bien d'autres choses. Notre académie a donc pour terme réapprendre à vivre. Je reviendrai sur le sens de ce titre-là mercredi matin, si j'ai le temps, Inch'Allah, et je ne le commenterai pas ici, sauf pour préciser que ce réapprentissage advient comme la question de la dernière période du nihilisme. Je dis bien réapprendre à vivre, non pas apprendre à vivre. Ça, c'est la question que posait Socrate et tous les Grecs, selon Pierre Hadot, mais que posent aussi, à mon avis, toutes les formes de sagesse, comme on les appelle parfois, toutes les cultures chamaniques et autres. Nous n'avons pas simplement à apprendre à vivre, nous avons à réapprendre à vivre, c'est-à-dire à nous désintoxiquer du nihilisme. Et cette question du réapprentissage de la vie, c'est ce qui caractérise la dernière période du nihilisme, selon moi, que j'identifie, peut-être à tort, peut-être qu'on en discutera, avec la disruption dans l'Anthropocène. Et comme contexte de l'établissement possible du transhumanisme. Car le contexte de tout ça, c'est le transhumanisme. Et ici, aujourd'hui, j'engage, j'espère avec vous, une lutte. Est-ce qu'il faut dire une lutte à mort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une lutte contre le transhumanisme, contre ce storytelling qui constitue le projet d'un nouveau capitalisme dont j'essaierai de montrer qu'il est totalement insolvable, à tous égards, financièrement parlant, mais aussi on ne peut pas lui faire crédit en quoi que ce soit. Et j'essaierai de vous montrer aussi, j'en parlerai peut-être plus mercredi qu'aujourd'hui, qu'il est un programme de développement d'une oligarchie technologique fondée sur l'exosomatisation, extraordinairement dangereux et toxique. Je n'ai pas vu Nick, Sir Nick. Est-ce qu'il est là, Nick? Ah voilà. Excusez-moi, je vous ai pas salué. Bonjour. Réapprendre à vivre a tout à voir avec la transvaluation, avec ce que Nietzsche appelle la transvaluation de toutes les valeurs. Avec ceci de particulier qu'il s'agit d'abord, selon moi ici, de transvaluer la transvaluation elle-même. C'était le projet du séminaire de ce printemps, dont en fait ce que je suis en train de faire là est la dernière séance. C'est d'ailleurs pas vraiment la dernière séance parce que je n'ai pas réussi à aller au bout de ce que je voulais faire, y compris à travers cette dernière séance. Il s'agirait donc de transvaluer la transvaluation elle-même de façon très diverse, mais d'abord et avant tout en vue de produire ce que je décrirai là et dans un livre auquel je travaille qui s'appelle L'avenir du savoir, comme une économie des exceptions. Car finalement, la question du nihilisme et de la transvaluation, pour Nietzsche, c'est la question des exceptions, de la protection des exceptions, qui demande des conditions thérapeutiques au service d'une sélection artificielle qui est requise par l'exosomatisation et qui protège les exceptions. Sachant que le transhumanisme, c'est ce qui propose une sélection artificielle fondée sur la moyenne, les big data, et qui détruit les exceptions, sauf pour la classe oligarchique qui vit dans la Silicon Valley ou ailleurs. Et qui, à la différence des moyennes qui seront, par l'exosomatisation, privées de vie sexuelle, par exemple, cette classe oligarchique, elle, pourra continuer à s'éclater dans la reproduction naturelle de l'être humain. Au-delà du transhumanisme, plus largement et plus fondamentalement, la question caractéristique de la disruption, c'est l'automatisation intégrale et généralisée. Et cette question de l'automatisation intégrale et généralisée, c'est la question que posent nos amis accélérationnistes aussi. Et c'est pour cela que nous voulons absolument ouvrir une discussion avec eux. Le contexte de l'automatisation intégrale et généralisée, c'est aussi celui du projet que nous développons à Pleine Commune avec Patrick Bravezek et un certain nombre d'autres partenaires. Avant d'aller plus loin dans mon programme de ce matin,
au service d'un but que je n'atteindrai pas aujourd'hui, malheureusement, mais en direction duquel j'essaye de vous proposer de me suivre dans l'heure qui va venir. Il me faut, comme d'habitude, rappeler les jalons que j'ai posés durant les 2 dernières séances du séminaire qui se sont tenues en juin et en juillet, avant cette académie d'été. Dionysos et Apollon forment une dyade indéfinie. Je reprends un terme qui est de Platon, mais qui a été aussi repris par Gilbert Simondon pour décrire ce que c'est que l'individuation psychique et collective. Ce couple est un couple bipolaire, je l'emploie au sens physique du mot, ou électrique, mais aussi au sens psychiatrique, on pourrait presque dire, et un couple transductif, au sens où la transduction est, chez Gilbert Simondon, une relation qui constitue ces termes, ce qui veut dire que les termes ne sont pas séparables. C'est ce que Jacques Derrida, dans ce livre, appelait une stricture. Une relation transductive au sens de Simondon, c'est chez Derrida une stricture. Vous ne pouvez pas séparer, par exemple, la pulsion de vie de la pulsion de mort, au-delà du principe de plaisir. Et on peut tenter de penser, c'est ce que j'avais essayé de montrer dans une séance, cette stricture aussi avec l'aide de Jacobson, lorsqu'il tente de penser lui-même 2 types d'aphasie à partir de ce qu'il appelle 2 figures du langage, la métaphore et la métonymie, qui en réalité d'ailleurs est une synecdoque. Je pense qu'avec ces références, on peut aller un peu plus loin dans la stricture, un peu plus loin que Derrida ne le fait dans Spéculer sur Freud. La relation Dionysos-Apollon conditionne, selon moi, toute transindividuation telle qu'elle est à la fois nécessitée et induite par l'hubris. C'est-à-dire par ce que décrit le mythe de Prométhée et d'Épiméthée dans Protagoras, qui constitue l'hubris, c'est-à-dire qui mène à l'éris. L'éris, ce qui veut dire la lutte, qui est un sujet fondamental pour Nietzsche, mais qui est aussi ce à quoi mène donc le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, cette lutte conduit non seulement à l'éris, mais au polémos, c'est-à-dire à la guerre, à proprement parler, raison pour laquelle Zeus dit à Hermès d'apprendre, voici Hermès qui est le dieu de l'interprétation, c'est-à-dire du serpent, c'est-à-dire du pharmacone. Zeus donc dit à Hermès d'aller apprendre aux mortels, aux exosomatisés, à faire la paix. À travers quoi? La dike, la justice. Et aussi l'aidos, c'est-à-dire le sentiment de la honte, c'est-à-dire le sentiment des limites de l'exosomatisation. Quant au Christ, dont le destin, c'est ce qui se dit en allemand « Geschick ». Je le dis parce que, pour ceux qui connaissent Heidegger et le commentaire de Derrida de Heidegger, le Geschick, la question de Geschick est la question fondamentale du dernier Heidegger. Geschick voulant dire aussi destin, mais aussi destination, ouvrant ce que Derrida avait appelé la destinérance. Quant au Christ, donc, dont le destin Geschick est le nihilisme lui-même, selon Nietzsche, il constitue un nouveau rapport à l'hubris, à la violence, à la lutte, à la guerre. Nouveau par rapport à quoi? Au judaïsme. Tout à fait nouveau par rapport au judaïsme, tout comme il est nouveau par rapport à ce que j'appelle avec Dodds, par exemple, la shame culture. La shame culture, la culture de la honte des tragiques grecs telle qu'elle se distingue fondamentalement de la guilty culture, c'est-à-dire la culture de la culpabilité, qui constitue le nihilisme chez Nietzsche. Cela devrait nous conduire vers une pharmacologie de la violence, qui est tellement nécessaire de nos jours, et aussi vers une nouvelle philosophie morale du conflit, du polémos que les Grecs posaient comme étant inéluctable, et dont le Christ constitue en quelque sorte une nouvelle différence, étant entendu que toute morale, comme toute éthique, sont des différences avec un A de l'hubris. Non pas l'élimination de l'hubris, mais le déport de l'hubris le plus tard possible. Voilà.
Et ce sont donc des pharmacologies de la violence. J'emploie le mot pharmacologie de la violence en pensant à Paul Wilmark, je ne suis pas sûr qu'il soit déjà arrivé, et qui me disait il faudrait que nous travaillions sur une pharmacologie de la violence aujourd'hui, en France en particulier, mais dans toute l'Europe. Vous savez qu'une forme de violence nouvelle est en train d'apparaître. Et il me disait cela non pas pour dire qu'il faut travailler sur la violence des djihadistes, mais il faut travailler sur la violence qui provoque le djihadisme. Voilà. Et aussi sur la violence du djihadisme, bien entendu, ce qu'on appelle le djihadisme. Je ferme cette parenthèse. On en reparlera avec Paul peut-être. Nous savons tous que Nietzsche est celui qui affirme la nécessité de défendre les forts contre la masse des faibles. Que cela signifie-t-il ? Outre que c'est la manière dont le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme se réapproprie Nietzsche en disant « voilà, nous sommes des Nietzschéens », c'est-à-dire que nous disons que tout est basé sur la lutte pour la vie, alors que Nietzsche dit exactement le contraire. Cela signifie que déjà au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle en particulier, à l'époque de Nietzsche, le capitalisme industriel écrase les exceptions par les moyennes, c'est-à-dire par les masses. Et c'est ce dont Nietzsche est le témoin ébahi et effrayé. Et c'est ce que lui, Nietzsche, rapporte, et avec Tocqueville, à la démocratie, qui est en train de devenir la société industrielle, mais comme une démocratie industrielle, qui n'est pas du tout la démocratie de Solon, disons plutôt des Grecs. Voilà. Ce n'est pas exactement Solon qui fonde la démocratie. Démocratie que d'ailleurs, à la même époque que Nietzsche, les marxistes appelleront bourgeoise. Démocratie que, quelques années plus tard, 30 ou 40 ans plus tard, Carl Schmitt décrira comme libéralisme. Carl Schmitt, qui est un nom un peu maudit, puisque il est considéré comme le juriste du nazisme. Ces questions dont le nazisme s'emparera conduiront les nazis à faire du peuple allemand le peuple d'exception, contre un autre peuple d'exception, qui s'appelle le peuple juif, et dont il ne faut jamais oublier que Nietzsche n'aura jamais cessé de le défendre, en dénonçant la bêtise absolue des antisémites. Je dis cela parce qu'il faut quand même instruire les dossiers précisément. Il est évident que le discours de Nietzsche sur l'exception et la nécessité de les défendre est à la base de l'interprétation hitlérienne, et pas seulement nazie de Nietzsche, mais il est tout aussi évident que Nietzsche s'est toujours opposé à l'interprétation antisémite de ce discours, qui a été porté par sa sœur et quelques autres. Au cours du XXe siècle, après l'apparition de ce qu'on appellera les masses, c'est la question du calcul, non pas de la destruction des exceptions par les moyennes, mais du calcul effectué sur les masses qui obsédera Martin Heidegger. La question du calcul émergeant de l'industrialisation de la vie et de la mort. Et là, je ne parle pas simplement des camps de la mort, mais je parle de ce que Rilke, qui sert de référence à Heidegger ici, décrit comme l'industrialisation de la mort, c'est-à-dire la destruction de la mort. Non pas la destruction de la mort par l'immortalité, mais la destruction du sentiment de la mort et de la dignité que constitue la nécessité de mourir. C'est ce qui finira par engendrer cette calculabilité mise en œuvre pour la production des moyennes contre les exceptions. Si je résume là en quelques mots une trajectoire qui me demanderait bien beaucoup de temps, beaucoup de commentaires, c'est ce qui conduit au XXIe siècle, c'est-à-dire maintenant et sous nos yeux, c'est le contexte de notre Académie d'été, à une sorte de post-fascisme qui procède de ce qui constituait les tendances du fascisme, mais qui n'est pas le fascisme. Et j'insiste sur ce point, parce que je connais d'innombrables spécialistes du commentaire de ce que serait le fascisme contemporain. Ça n'est pas le fascisme. Ça procède des tendances du fascisme, mais c'est autre chose. Et arrêtons de ressasser les grandes analyses du XXe siècle. Nous avons affaire au XXIe siècle et nous avons à produire de nouveaux concepts pour penser cela.
et pas simplement à ressasser les conneries du XXe siècle sur ce sujet. Ces tendances du fascisme, qui sont à l'œuvre dans un post-fascisme, étaient et sont toujours fondées sur les apories, dont Nietzsche et Heidegger sont les archéologues, et ce sont des apories métaphysiques. Mais le post-fascisme, qui est donc tout autre chose que le fascisme, nous oblige aujourd'hui à réinterpréter ces apories, par-delà Nietzsche et Heidegger. Ce qui veut dire, en passant par eux, pour aller par-delà Nietzsche, il faut passer par Nietzsche. Pour aller par-delà le principe de plaisir, il faut passer par le principe de plaisir. Il faut passer par eux et aller au-delà d'eux pour faire une pharmacologie de Nietzsche et de Heidegger, si je puis dire. Et approfondir le sens de leur communication avec le fascisme, car il n'y a pas de doute qu'il y a des choses qui communiquent entre Heidegger, Nietzsche et le fascisme et le nazisme. Et il ne faut pas le dénier, tout comme il faudra le faire un jour avec Carl Schmitt, ici. On en a un peu parlé avec Caroline il y a quelques jours. Il faut absolument faire une pharmacologie de Carl Schmitt. Cela nous impose le courage de penser un peu plus loin que le bout de nos nez noétiques. Le nez étant cet organe qui est défonctionnalisé par l'économie libidinale, c'était l'organe de l'orientation, et Freud dit dans la lettre à Fliss de 1899, c'est l'œil maintenant qui sert d'orientation, d'organe d'orientation. Donc il faut passer d'un nez noétique à un œil noétique, et puis peut-être à autre chose, pour aller un peu plus loin et dépasser ce que j'appelle le rhume spirituel qui a bouché le nez de l'espèce humaine, qui a tourné à la pneumonie même ces dernières années, et qui conduit à ce que je considère être le vrai sujet d'aujourd'hui, la dénoétisation, c'est-à-dire l'incapacité de penser, qui ne frappe pas que les foules post-fascistes ou je ne sais pas quoi, mais vous et moi, en permanence. Et nous avons à lutter contre ce que j'appellerais l'épuisement de notre pneuma. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait un commentaire avec Gérard Granel, paix à son âme, des manuscrits de 1944 de Marx où il parle des poumons et du pneuma, du souffle. Bon. Nous n'avons plus beaucoup de souffle, nous sommes très essoufflés, très épuisés. Nous n'en pouvons plus. De quoi? D'une exosomatisation qui produit le post-fascisme. Dans ce contexte, il faut nous préparer à une longue lutte face à la dénoétisation absolue qu'est le post-fascisme. C'est ça, le post-fascisme. Et aussi face au déni de la dénoétisation. Car évidemment, il y a des tas de gens qui vous disent « Mais non, il n'y a pas de dénoétisation ». Thomas Berns, par exemple, lorsque nous étions ensemble au Centre Pompidou, en disant « Mais pas du tout, il y a toujours eu de la dénoétisation ». Bien sûr qu'il y a toujours eu de la dénoétisation. Mais aujourd'hui, nous atteignons un stade de dénoétisation absolument sans précédent et qui constitue le contexte post-fasciste. Ce post-fascisme, c'est l'accomplissement du savoir absolu, au sens de Hegel. Mais tel qu'il se concrétise, et là je continue à répondre à Paolo Vignola, qui est ici, qui m'a posé une question, comme nihilisme absolu, c'est-à-dire comme non-savoir absolu, comme destruction absolue de la noésis à travers un processus de prolétarisation totale, et ça c'est ce que Marx, déjà dans le troisième manuscrit de 1944, est en train d'annoncer. Et par quoi? Par la transformation du savoir en information, c'est-à-dire en algorithme et en automatisme. Ce qui est une monstruosité, puisqu'un savoir est un pouvoir de désautomatisation et ne peut pas être un automatisme. Au terme de cette lutte, nous devons espérer et croire, je dis bien espérer et croire, et ces deux questions de l'espoir et de la croyance sont les grandes questions du débat de Nietzsche avec le Christ et avec Dionysos. Nous devons espérer et croire que puisse s'instaurer une nouvelle hégémonie noétique et organologique. Et si nous avons invité Nick et Alex pour le manifeste accélérationniste, c'est parce qu'eux-mêmes parlent de l'instauration d'une nouvelle hégémonie. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous creusions ensemble cette question très en profondeur. Mais ce que je soutiens ici, c'est que ça passe pas simplement par Marx, mais aussi par Nietzsche, et par bien d'autres. Il nous faudra aussi tenter de circonscrire méticuleusement les limites du discours accélérationniste, car il y a des limites pour moi, dans son état actuel, et nous en parlerons peut-être aujourd'hui, mais surtout mercredi, et il faudra le faire pour tenter d'ouvrir un dialogue autour de la thèse fondamentale que pose le manifeste accélérationniste et que nous partageons, à savoir que c'est un nouvel âge de la noèse qui devrait être capable de prendre soin des nouvelles formes de l'exosomatisation. C'est mon interprétation du manifeste accélérationniste, ce n'est peut-être pas celle
de ses signataires, mais je pense qu'en tout cas c'est la base à partir de laquelle je crois que nous pouvons et devons dialoguer. Qu'est-ce que c'est que les nouvelles formes de l'exosomatisation? En voilà une, par exemple. C'est ce qu'on appelle maintenant les... Je ne me souviens plus exactement comment ils appellent ça. La bioélectronique, qui est en train d'être développée par une entreprise qui vient d'être fondée en commun par Google et GlaxoSmithKline, qui viennent de créer une entreprise qui s'appelle Galvanic Bioelectronics, et qui est en train de produire les briques élémentaires de l'homme bionique. Et je vous signale que le chiffre d'affaires de Glaxo, c'est 35 milliards de dollars, et que celui de Google, c'est 30 milliards de dollars, et que donc ils ont à eux deux une force d'investissement absolument colossale. Le cœur de la néganthropologie, car c'est de ça dont je parle maintenant, c'est à ça que je travaille, au développement de ce que j'appelle une néganthropologie, qui est l'enjeu du dialogue avec Nietzsche, selon moi, et à travers lui avec Nick Cernick et Alex Williams. Le cœur de cette néganthropologie qui impose cette question comme absence d'époque, l'époque de l'absence d'époque, c'est la question de la sélection. Deuxième mot maudit de Nietzsche. Qu'est-ce que c'est que la question de la sélection? Eh bien, c'est la théorie de la sélection naturelle de Darwin à laquelle Nietzsche oppose la théorie de la sélection artificielle. Mais aujourd'hui, la question de la sélection artificielle, c'est la question de la sélection telle que le transhumanisme veut l'imposer comme étant totalement contrôlée et gouvernée par le marché. C'est ça le contexte du transhumanisme. C'est une mutation des critères de sélection dans la sélection artificielle soumise à la calculabilité par le marché. Et ça, c'est une question que posait déjà, d'une certaine manière, Karl Polanyi, que je vous invite à relire, j'en reparlerai tout à l'heure si j'ai le temps. Le cœur de la néganthropologie, qui s'impose, cette néganthropologie, selon moi, en vue d'une politique et d'une économie des exceptions, c'est-à-dire des singularités, de ce que Deleuze appelait les singularités, c'est-à-dire aussi une économie de ce que j'appelle les œuvres néganthropiques, et qu'il faut développer contre l'entropie généralisée, j'emploie le mot entropie avec un A et un H, l'entropie généralisée étant ce que produit l'anthropocène, qui l'impose comme prolétarisation généralisée. Cette démarche de ce que j'appelle donc la néganthropologie, c'est ce qui situe les exceptions, non pas au niveau des individus, au sens où il y aurait des individus exceptionnels et des crétins tout à fait ordinaires, mais au niveau des groupes, sociaux. Les individus ne sont pas ce qui s'oppose dans cette vision qui est celle de ce qu'on appelle à tort la dialectique du maître et de l'esclave. C'est à tort parce que ce n'est pas du tout une dialectique du maître et de l'esclave, mais une maître et du serviteur. Et c'est une question de classe sociale qui se pose là. Ça n'est pas entre le maître et le serviteur que voudraient réinstaurer les transhumanistes. Voilà. Ce n'est pas entre ces deux figures que se joue la question des exceptions, mais au sein des individus psychiques, quels qu'ils soient. Et c'est aussi ça que dit le christianisme. C'est aussi ça. Quand le Christ dit « il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas d'exception, de nature, tous les vivants noétisables, c'est-à-dire qui entendent la parole du Christ, sont exceptionnalisables, si je puis dire », il élargit la question. Et c'est pour ça que Nietzsche le reconnaît comme la grandeur du christianisme, parce qu'il ne faut jamais oublier que Nietzsche commence par poser comme Hegel une grandeur du christianisme. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire moi par rapport à tout cela? C'est que tout cela, c'est ce qui pose le problème de l'intermittence. À la fois des intermittents du spectacle, qui sont des travailleurs de l'exception, le moment d'exception où je suis, comme par exemple quand je suis comédien ou metteur en scène et que je joue quelque chose devant vous, j'essaye de me porter à un niveau exceptionnel.
mais aussi l'intermittence telle qu'elle définit, selon moi, le rapport à la noèse chez Aristote. C'est-à-dire le fait que je ne suis noétique en acte que par intermittence, de temps en temps. Je suis exceptionnel parfois en faisant la cuisine, en jouant au foot ou en faisant de la philo. C'est pas, l'exception n'est pas du tout le privilège des intellectuels, comme on dit. Non, les moments d'exception, c'est tout ce qui produit de la néganthropologie. Et la néganthropologie, c'est ce qui produit des œuvres néganthropiques. Un grand match de foot est une œuvre néganthropique. Cette expérience de l'intermittence, c'est l'épreuve de la noèse comme épreuve de la bêtise. C'est ce que dit Nietzsche. On en parlera le bien et le mal. Et la bêtise, c'est ce qui donne à penser. C'est ce qui donne à penser et qui produit l'expérience que les Grecs appellent l'épimétéia. Le savoir de l'expérience, chez les Grecs, ça s'appelle l'épimétéia. Et c'est Épiméthée qui, le premier, incarne ce savoir de la bêtise. C'est ça que dit Protagoras, selon moi, dans mon interprétation. Et donc, Épiméthée et Protagoras précèdent David Hume et Emmanuel Kant, lorsqu'ils posent que c'est de l'expérience qu'il faut partir. Ce que dira Hume dans l'enquête sur l'entendement humain et Kant ensuite dans la critique de raison pure. C'est aussi ce que Nadia Cortés a présenté comme étant la grande question du XXIe siècle. Je m'excuse de la référence à moi-même, mais ce qui est intéressant là, c'est ce qui est en dessous du poisson volant. Ce sont les déchets de l'exosomatisation qui sont en train de polluer les océans, qui sont envahis, comme vous le savez, de particules de plastique et aussi de métaux rares, comme on les appelle, et de plein de choses de ce genre qui font de la Terre une poubelle. Cette poubelle qui est devenue notre milieu vital exosomatique, elle requiert, pour être transformée en nouvelle ressource énergétique, une nouvelle ère de la noésis. Et c'est ça le sujet de ce que j'essaye de vous dire là. Cette nouvelle ère de la noèse, c'est une nouvelle conception de l'expérience. C'est Walter Benjamin qui posait le problème de l'expérience. C'est ce que Agamben a essayé de poser aussi, mais à mon avis en ratant complètement le problème. L'expérience, c'est ce que prétend éliminer la data science, avec ses conceptions corrélationnistes, non pas au sens de Quentin Meillassoux, encore que ça mériterait d'être comparé, mais au sens de ceux qui ont dit, par exemple, avec, comment s'appelle-t-il, le mec qui a écrit The End of Theory, Anderson, Chris Anderson. Il n'y a plus besoin de linguistes, parce que Google fait du linguistic capitalism sans linguistes. Il suffit d'avoir de bons data scientists. Et c'est comme ça que le département de Berkeley de data science se développe à toute vitesse, au détriment des linguistes et des départements de langue, etc., etc. Ce que dit Chris Anderson, c'est qu'il n'y a plus besoin d'expérience. Il n'y a plus besoin que de bonnes corrélations. Ici, il s'agit de réapprendre à vivre, et c'est d'abord au sens où le savoir, pour Whitehead comme pour Canguilhem en particulier, est ce qui constitue une fonction vitale de la forme de vie technique. Le savoir qui est d'abord toujours un savoir de l'expérience. Le savoir, c'est ce qui constitue une fonction vitale de la vie exosomatisée qui requiert donc ce que les Grecs appellent la noésis. La noèse, si on suit Whitehead et Canguilhem, est un processus tout à fait immanent à cette empiricité exosomatique, et ça n'est pas une configuration transcendantale ou a priori. Plus précisément, c'est une fonction qui est elle-même de part en part exosomatisée. C'est ce que j'ai essayé de montrer pendant les séances du séminaire, en montrant par exemple qu'il y a une histoire de l'entendement, que l'entendement apparaît, selon moi, la notion de l'entendement au 5e siècle, ou au début du 4e siècle avant Jésus-Christ, avec Platon faisant de l'orthothèse la référence de la vérité, etc. Je ne vais pas redire cela, si vous ne l'avez pas vu, c'est dans les séances précédentes du séminaire.
l'exosomatisation de la noésis, puisque la noésis est elle-même un processus exosomatisant, qu'un type qui s'appelle Hegel essaye de penser comme ce qu'il appelle une phénoménologie de l'esprit, mais il ne voit pas que c'est l'exosomatisation qu'il décrit. Eh bien, c'est ce qui engendre ce que Kant appelle des facultés. Faculté de connaître, faculté de désirer, faculté de juger. Et ces facultés sont elles-mêmes basées sur des fonctions, au sens de Whitehead, mais aussi au sens de certaines théories en biologie ou en mathématiques, sur lesquelles il faudrait revenir, mais je ne vais pas le faire, évidemment. Ces fonctions sont basées sur ce que j'appelle les rétentions tertiaires, et plus particulièrement les rétentions tertiaires hypomnésiques, dont Hermès est le dieu. C'est la conception de la noèse comme fondation a priori que Nietzsche combat en vitalisant le sujet kantien. Je me réfère ici aux travaux de Barbara Stiegler, qui a donc essayé de montrer que, en fait, Nietzsche est un lecteur de Kant, bien plus que de Descartes ou d'autres, et que cette lecture qu'il fait de Kant, c'est avec les biologistes de la fin du XIXe siècle. Notons au passage que ce combat de Nietzsche, vitalisant le sujet kantien pour lutter contre le concept transcendantal de sujet, est congruent avec celui que Engels et Marx mènent contre l'idéalisme. C'est ça, évidemment, qui m'importe le plus. Et Engels et Marx, eux, pensent l'exosomatisation, ce que Nietzsche ne pense pas. Et c'est pour ça qu'il faut lire Nietzsche avec Engels et Marx. C'est avec eux qu'il nous est possible d'objecter à Nietzsche que la vitalité dont il parle, ça n'est pas la vitalité de Darwin, c'est la vitalité mortifiée par l'exosomatisation, c'est-à-dire conduisant à ce que Marx appelle l'abstraction, par exemple, du travail, et qui constitue, à travers l'exosomatisation, les mnémotechnologies, les technologies rétentionnelles, dont Nietzsche lui-même parle dans ce texte fondamental, qui est la deuxième dissertation de la généalogie de la morale. Mais je crois qu'il en parle sans véritablement en cerner les contours. Nietzsche ne pense jamais comme tel les mnémotechniques parce qu'il ne peut pas concevoir l'exosomatisation ni la grammatisation, qui en est le stade le plus récent qui commence au Paléolithique supérieur, ni donc la prolétarisation qu'engendre l'exosomatisation comme massification et destruction des exceptions. Donc il se trompe de problème. Le problème n'est pas d'abord la démocratie, c'est un problème de la démocratie bourgeoise, mais le premier problème, c'est la destruction du travail. Or, ce qui est très important, on va le voir, c'est que Nietzsche pense le travail, mais il n'en voit pas la dimension prolétarisée, la destruction par la prolétarisation. La prolétarisation, c'est la réalité la plus évidente et la plus massive du nihilisme. Et c'est cela qui conduit à la dénoétisation, qu'il s'agit de transvaluer par un nihilisme actif critiqué par Marx, c'est-à-dire par une critique de Nietzsche avec Marx. Nietzsche, dans sa définition de l'organogenèse comme interprétation, j'avais montré un certain nombre de fragments, vous vous en souvenez, où Nietzsche dit « la production d'un organe est une interprétation de la vie », dans son interprétation de la catégorisation comme étant une conséquence de l'organogenèse, donc dans sa définition des catégories, de la table des catégories de Kant comme étant en fait produite par l'organogenèse, Nietzsche n'aura pas cessé à la fois de décrire et de dénier l'exosomatisation. Tout ce qu'il montre, c'est les résultats de l'exosomatisation. Mais il ne voit pas que c'est l'exosomatisation. À la biologie nietzschéenne qui tend très dangereusement vers l'eugénisme, car il est évident que Nietzsche, à un moment donné, est très proche du discours national-socialiste, à travers le discours sur l'eugénisme, précisément. Il faut objecter et substituer une organologie générale. Faute de quoi, Nietzsche inverse son sens comme le pharmacone qu'il est, car toute œuvre négantropique est un pharmacone, et peut toujours se renverser dans le contraire de ce pourquoi elle est faite. Par ailleurs, il ne serait pas simplement un pharmacone au sens où il serait effectivement une base pour le nazisme ou le post-fascisme, ou pour le transhumanisme, mais aussi au sens où le cognitivisme se le réapproprie. Se le réapproprie en disant on peut naturaliser la noèse, on trouve ça dans la biologie moléculaire, etc. Ça, c'est le grand combat entre Stephen Jay Gould et le mec qui a écrit sur le gène, dont je ne retrouve plus le nom, parce que vous avez remarqué que mes aires corticales sont en voie de dégradation accélérée.
Dans le contexte de l'exosomatisation qu'il faut interpréter, c'est dans le contexte de l'exosomatisation qu'il faut interpréter ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, avant tout comme un pouvoir d'interprétation, de et par l'exception, l'exception s'interprétant elle-même comme exception, et comme affirmation et renversement du défaut, c'est-à-dire de l'hubris, en ce qu'il faut, c'est-à-dire en amor fati, en ce sens-là. C'est cela que veut dire Nietzsche en disant amor fati. Et l'amor fati, c'est toujours l'affirmation des grands artistes, comme par exemple celui-ci, Robert Wyatt, qui interprète le défaut, c'est-à-dire la paralysie de ses deux jambes, qui font qu'il ne peut plus être vraiment un batteur comme il était batteur. Voilà. Qui transforme ça en une renaissance absolument incroyable du musicien. Robert Wyatt, qui est très sympathique, et en plus membre du Parti communiste anglais. Voilà. Je le signale en passant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais Robert Wyatt a toujours défendu un point de vue marxiste. Voilà. L'interprétation signifiante que produit la volonté de puissance comme exception, signifiante voulant dire pour moi faisant signe, produisant des signes, faisant la différence avec un A, autrement dit. L'interprétation signifiante voulant dire non insignifiante, c'est-à-dire non moyenne, donc exceptionnelle, qui est produite par une volonté d'individuation. Cette interprétation de la volonté de puissance que je vous propose, donc, c'est ce qui doit à présent transindividuer la biopolitique. Qu'il faut en conséquence, cette biopolitique de Foucault, d'Agamben, de tous ces gens-là, de Roberto Esposito, qu'il faut en conséquence concevoir d'abord comme une bioéconomie. C'est ce que nous avons vu avec Georgescu Roegen, une bioéconomie telle que conçue à partir du fait de l'exosomatisation, c'est ce que dit Georgescu Roegen, il faut partir de l'exosomatisation, il se réfère à Alfred Lotka, il faut faire un droit de l'exosomatisation. Ça, c'est pas ce que dit Georgescu Roegen, c'est moi qui le dis. Un droit qui doit conduire à non pas simplement une bioéconomie, mais une nooéconomie, c'est-à-dire à une néganthropologie qui prenne en compte la question de la capacité collective. Ce que j'appelle la capacité collective, c'est le savoir noétique, la renoétisation, et là, il faut s'appuyer sur Amartya Sen. Et ça, je le dis aussi à nos amis accélérationnistes, parce que je pense qu'il faut lire Amartya Sen, même s'il n'est pas du tout marxiste. Mais moi, j'ai une lecture marxiste d'Amartya Sen. Ce que décrit Amartya Sen, c'est la déprolétarisation, la nécessité d'une déprolétarisation qui conduit à ce que j'appelle une noopolitique, c'est-à-dire à une renoétisation pour ouvrir la possibilité d'un avenir, plutôt que d'une île. Dans et par le savoir d'une fin à venir, dans un devenir sans fin, dans ce que j'avais appelé un devenir sans fin. Bon, je vais sauter des choses parce que je suis trop long, et je ne voudrais pas abuser de votre patience. Si j'avais eu le temps, j'en ai un tout petit peu parlé dans le séminaire, je vous aurais dit pourquoi je soutiens que tout ça doit conduire à une cosmologie surréaliste. Ici, je vous présente André Breton en train de faire un rêve éveillé avec ses amis Robert Desnos et un certain nombre d'autres, Raymond Queneau, etc. Si j'avais eu le temps, je vous aurais dit pourquoi ça devrait nous permettre de dépasser le penchant théologique que d'une manière, à mon avis, extrêmement insatisfaisante, Didier Franck tente à critiquer dans l'interprétation, par exemple, de Jean-Luc Marion, de Nietzsche. Bon, mais je laisse cette question de côté. Ce que je voudrais rappeler fondamentalement, et là je ne vais pas lire mon texte, mais je vais commenter les images pour qu'on ne perde pas trop de temps, c'est que pour moi, l'essentiel de tout cela, c'est la question du pharmacone, c'est-à-dire du serpent, qui est le cœur de la question du monothéisme, mais pas seulement du monothéisme. Là, vous voyez un Indien Hopi qui se met un serpent dans la bouche. Mais je pourrais vous montrer qu'en Chine, le dragon chinois est un serpent volant, que dans les sociétés africaines, il y a toute une mythologie du serpent qui est au cœur, et qu'en fait, où que vous alliez dans le monde, vous trouvez des serpents, qui sont toujours à l'origine. L'animal chtonien qui sort des enfers au sens des Grecs, c'est-à-dire de ce qui est sous terre, qui est le serpent, c'est ce que le monothéisme va transformer en une figure du mal à travers le péché originel.
Et parce que Ève a écouté le serpent, donc a croqué dans la pomme, donc est rentrée dans la connaissance, c'est-à-dire dans le savoir, eh bien, Adam et Ève sont chassés du paradis et condamnés au travail. C'est le serpent, j'avais beaucoup insisté sur ce point dans la dernière séance de mon séminaire, qui est aussi l'enjeu de ce passage. Alors ça, c'est pas dans les Nombres, c'est dans l'Évangile selon Jean, qui consiste à dire que, en fait, le Christ qui monte en croix est la répétition du serpent d'airain que Moïse a mis sur une croix pour sauver les Hébreux dans leur exil, dans leur fuite, dans leur exode. Le serpent d'airain, j'avais beaucoup commenté, en voici une représentation. Voilà, c'est ce que Dieu envoie. D'abord, il envoie des serpents qui mordent les pieds des Hébreux parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent, mets-le sur une croix et dis aux Hébreux qu'ils regardent le serpent et qu'ils croient en moi. Et à ce moment-là, ils seront sauvés. C'est fantastique, car le serpent ici a sa fonction pharmacologique qu'on trouve chez les Grecs, chez les Mésopotamiens, chez les Indiens, et en fait partout. Et dans le rituel du serpent, dont je vous recommande de lire la conférence de Warburg à la clinique de Kreuzlingen. Hermès, mais aussi Asclépios, dont voici l'hôpital, vous pouvez aller le visiter, il est à Épidore. Nous sommes allés le visiter il y a quelques années avec Caroline. Hermès pratique la cure, par quoi? Le rêve éveillé que pratique André Breton, avec des serpents apprivoisés qui circulent sous les corps des gens en train de se soigner. Et si vous allez en Italie, à Coculo, je ne sais pas comment ça se prononce, vous connaissez Coculo? Vous ne connaissez pas le festival des serpents de Coculo, dans les Abruzzes? Eh bien, vous verrez ce saint, qui est Saint Dominique, couvert de serpents. Ici, on le voit un petit peu mieux. Et vous verrez au Festival des serpents comment, avant le Festival des serpents, en été, les Italiens qui vivent dans la montagne vont ramasser des tas de serpents et pratiquent la libération des serpents, exactement comme les Hopis dont nous parle Aby Warburg. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? C'est parce que la question du nihilisme, c'est l'interprétation du serpent. Voici le festival. Alors c'est devenu maintenant une industrie touristique. Hein. Il y a des milliers de gens du monde entier qui viennent là, dans les Abruzzes, pour voir le festival du serpent. Mais au départ, c'est une procession catholique, qui est un mélange entre le catholicisme et une pratique païenne, locale, qui date de bien avant. Et comme vous le savez, le catholicisme, c'est toujours réemparé des rituels païens. Voilà. Quoi qu'il en soit, si je vous dis tout cela, c'est parce que pour interpréter le nihilisme aujourd'hui, il faut revenir à la question du serpent qui est là, c'est-à-dire au péché originel. Et il faut comprendre que ce à quoi condamne Ève, les êtres que nous sommes, nous, les héritiers d'Adam et Ève, les pécheurs, selon le christianisme, c'est le travail. Mais il y a une lecture exosomatique, si je puis dire, de cette question qui pose que le travail n'est pas du tout une condamnation. Et là, c'est une discussion que j'ouvre avec Nick. Que ça n'est pas, comme le dit Nietzsche ici, le travail n'est pas du tout une condamnation. C'est le pied, le travail. C'est la néganthropologie. C'est la production d'œuvres néganthropiques. Et comme dit Nietzsche, chercher un travail pour le gain, c'est maintenant, à l'époque du capitalisme, des masses, un souci commun à presque tous les habitants des pays de civilisation. Vous voyez, Nietzsche s'intéresse à la réalité sociale des gens. Leur travail est un moyen, il a cessé d'être un but en lui-même. Mais il est des natures plus rares, les exceptions, qui préfèrent périr que de travailler sans joie. Ici, le travail est une source de joie pour Nietzsche, qui est la valeur de toutes les valeurs, etc., etc. Il ajoute, c'est le travail des artistes, des contemplatifs, mais ça n'est pas que le cas des artistes et des contemplatifs. Si j'avais eu le temps, je vous aurais commenté ce texte, Le salaire de l'idéal de Jean-Claude Milner, qui parle du rapport entre otium, négocium, travail, etc. Je n'en ai pas le temps. Bon, je vais vraiment accélérer, parce que là, je suis vraiment à la bourre. Ce que j'aurais voulu vous dire, je ne le ferai pas, c'est que quand on a découvert la question de l'entropie, au XIXe siècle, ce qu'on a oublié de penser, c'est le rôle de l'artefact, c'est-à-dire de l'exosomatisation dans la production de ce concept noétique. C'est à partir de la machine à vapeur qu'on peut penser l'entropie.
C'est depuis la machine à vapeur qu'on peut concevoir le cosmos comme un processus anthropique. C'est la même chose avec la théorie de l'information. La théorie de l'information, qui va être produite par Shannon, vient d'abord de problèmes d'exosomatisation des communications. Puis c'est le problème de la cybernétique, et c'est de la même manière Wiener, que vous voyez ici avec son automate. Il ne peut pas produire sa théorie sans exosomatiser ses concepts. Ça n'est pas possible. Et je pourrais vous montrer que c'est vrai de la théorie des catastrophes de René Thom, qui passe évidemment par la rétention tertiaire littérale, etc., etc., des structures dissipatives de Prigogine, qui supposent des instruments que Prigogine ne pense pas, et qui sont la condition de possibilité de la production de ses propres concepts, mais que Ivar Eklund, un mathématicien intéressant, a pensé dans un livre qui s'appelle « Le chaos ». Il y a vraiment quelque chose de très intéressant sur les instruments scientifiques. Bon, je ne vais pas vous dire tout cela, je suis vraiment trop en retard. Je m'étais promis de ne pas faire de commentaires improvisés, de lire mon texte pour tenir, et je ne l'ai pas fait parce que j'ai horreur de lire un texte, et du coup je suis archi à la bourre. Bon, et du coup je n'ai pas commencé ma conférence. Voilà. Je n'ai pas commencé ma conférence parce que là, je ne fais que vous rappeler des choses que j'ai dites dans les séances précédentes, sauf les toutes dernières phrases. Bon, si j'avais pu, je vous aurais montré que tout ça nous inviterait à réarticuler la pensée du travail avec celle de la libido, c'est-à-dire avec Pandora, car Ève, qui condamne les hommes au travail, s'appelle chez les Grecs, et avant Ève, Pandora, et Pandora, c'est la naissance du désir, de la joie que produit le désir. Mais comme le dit très bien Hésiode, Pandora, comme Ève, condamne les mortels, non pas à sortir du paradis, il n'y a pas de paradis chez les Grecs, mais à travailler. Sauf que le travail n'est pas présenté chez Hésiode du tout comme une condamnation, mais aussi comme la source de l'émulation, de la vie noétique, etc., etc. Bon, je crois qu'il faut que nous discutions avec Nick et Alex en reprenant des problématiques qui sont celles, par exemple, qui ici, très extraordinairement, Karl Polanyi présente comme d'une manière incroyablement intelligente en 1955, comme ce qu'il appelle le moyennisme américain, où il dit que le capitalisme américain, c'est ce qui consiste à étendre les moyennes absolument toute réalité. Et il dit que c'est ce qui va détruire la société. C'est la poursuite de la théorie du désencastrement qu'il a développée dans la grande transformation. Et je pense que cette question du moyennisme, c'est la question que nous devons ouvrir et discuter avec nos amis accélérationnistes. Pourquoi? Parce que dans la full automation que nous réclamons avec eux, il faut ouvrir la possibilité de la désautomatisation. Et la désautomatisation, c'est ce qui est rendu possible par le travail en tant qu'il produit du savoir, qui n'est pas prolétarisable, autrement dit. Là, j'insiste sur un point, ce que nous disons à Ars Industrialis, alors là, c'est un point de rupture avec les marxistes, c'est que l'avenir n'est pas du tout du côté du prolétariat, l'avenir est du côté de la déprolétarisation. Et pourquoi? Parce que l'avenir, c'est de lutter contre un processus anthropique qui est produit par exemple par les neurotechnologies, là, on pourrait en parler, je n'en ai pas le temps, qui elle-même relève de la Brain Initiative lancée par Barack Obama, qui d'ailleurs elle-même fait suite à la Nano-Initiative lancée par Clinton il y a 20 ans, qui conduit à des smart cities, qui sont ce que j'appelle des exorganismes automatisés, où la vie est entièrement contrôlée par des automatismes, il n'y a plus de problème de démocratie, tout est contrôlé par des algorithmes et des moyennes, et où, en fait, ce qui est détruit, ce sont les exceptions. Et dans ce contexte-là, il faut reposer des questions. Bon, ça, ce sont des questions que posait Heidegger, je n'ai pas eu le temps de commenter, par Michel Foucault à la fin de sa vie. Il faut rouvrir des problèmes de philosophie morale, ce que dit aussi Nietzsche, d'ailleurs. Car la critique, la généalogie de la morale, ce n'est pas un rejet de la philosophie morale, c'est une requalification, une transvaluation de la valeur morale. Je m'arrête. Vous avez mon texte, il vous a été envoyé par Paul-Émile, je crois. J'aurais voulu vous dire que pour faire tout cela, il faut relire Georges Bataille, qu'il faut passer par Whitehead, et en particulier commenter cette page. Eh bien, je ne le ferai pas. Je le regrette beaucoup parce que c'est vraiment passionnant de commenter cela.
j'aurais essayé de vous montrer qu'il y a plusieurs formes de vie qui relèvent de la naturation processuelle. Il n'y a pas de nature, il y a un processus de naturation. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui produit de la nature, comme de la métastabilité dans un processus. Et ça passe par des formes diverses et variées, dont par exemple ces moments intéressants de la vie où l'on se reproduit. Et tout ça suppose de passer par la mort fati. Mais bon, je m'arrête. J'ai vraiment raté l'essentiel. L'essentiel, ce que je voulais vous dire en fait, l'essentiel, c'est qu'il faut essayer de penser la noésis en passant par Léonard de Vinci, par exemple, qui ici décrit comment volent les oiseaux et qui ensuite rêve comment faire un avion. Ça, c'est le processus d'exosomatisation qui passe par l'onaérologie, c'est-à-dire par la science des rêves. C'est pour ça qu'il faut passer par le surréalisme. J'aurais essayé de vous montrer que ça invite à relire la question du Geschick, c'est-à-dire du destin, au sens de l'amor fati de Nietzsche et aussi de Heidegger, en faisant la différence avec un A et en passant par quoi? Par la métanoïa. Voilà, c'est le concept que je voulais vous livrer, mais je n'ai pas eu le temps de le développer. La métanoïa, je termine vraiment là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la métanoïa? C'est ce qui advient comme un après-coup. Je médite après-coup mes bêtises. C'est ce que fait Épiméthée. Et cette métanoïa, c'est ce qui produit ce que j'appelle la méta-assimilation de l'exosomatisation. En disant méta-assimilation, je commente Nietzsche, parlant donc de l'assimilation, mais ça je ne peux que vous le dire. La métanoïa est au service de la no-diversité dont je reparlerai mercredi prochain. Pour lutter contre quoi? Contre une certaine université, qui est l'université de la singularité, et contre laquelle il faut essayer de repenser les questions qui passent par Hobbes, qui passent par les chamans, qui passent par Nietzsche, et par la question de la sélection dans le Gestell, et qui repose sur cette formule. Voilà. Mais cette formule qui produit quoi? Le passage de Sienne, dont je parlais ce matin, à l'exosomatisation qui est contemporaine, qui conduit aux moles, et qui finalement conduit à Pokémon Go, et à la nouvelle initiative de Obama, qui est de généraliser le trafic des drones aux États-Unis. Ça, c'est très, très, très important. À partir de maintenant, les drones vont pouvoir circuler aux États-Unis pour faire des livraisons à la place de Walmart. Donc c'est une mutation colossale. Pokémon Go et les drones, c'est une mutation colossale dans l'histoire de l'exosomatisation et des exorganismes. Voilà, il faut apprendre à vivre, réapprendre à vivre là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage. Donc voilà, merci de votre attention, bon courage. Et on ne va pas discuter maintenant, on va enchaîner tout de suite. Je ne sais plus avec qui d'ailleurs. Voilà. Merci.